Je m'avisais de faire une revue sur les diverses occupations qu'ont les hommes en cette vie, pour tâcher à faire choix de la meilleure, et sans que je veuille rien dire de celle des autres, je pensais que je ne pouvais mieux que de continuer en celle-là même où je me trouvais, c'est-à-dire que d'employer toute ma vie à cultiver ma raison et m'avancer autant que je pourrais en la connaissance de la vérité, suivant la méthode que je m'étais prescrite. Voici donc un bref extrait du Discours de la méthode de René Descartes. Ce livre, écrit en 1637, est considéré comme l'ouvrage référence de la philosophie moderne. René Descartes est né ici, dans le sud de l'Indre-et-Loire, en 1596, dans une commune qui porte alors le nom de La Haye-en-Touraine, avant de devenir La Haye-Descartes à la Révolution, puis Descartes tout court en 1967. C'est dans la maison René Descartes, avec son médiateur culturel, que nous allons maintenant nous rendre sur les traces de l'une des plus illustres figures littéraires et scientifiques du XVIIe siècle. On y va, Thomas ? On y va. Elle a du caractère, cette maison, Thomas. Oui, tout à fait. C'est une maison d'habitation du XVIe siècle qui a appartenu à la grand-mère maternelle de René Descartes. Alors voilà la statue de cire de René Descartes, homme mature déjà. On est dans la maison, et vous l'avez dit tout à l'heure, de la grand-mère maternelle. Pourquoi justement la naissance ici de René Descartes dans cette maison-ci ? En effet, donc sa famille est originaire de Châtellerault, mais à cette époque-là, les femmes avaient pour habitude d'accoucher donc dans la maison de leur mère, de leurs parents. Et donc c'est ici que Jeanne Brochard va faire toutes ses couches et va donner naissance donc aux frères et sœurs de René Descartes. Et que sait-on finalement de cette enfance heureuse, malheureuse dans ce sud de l'Indre-et-Loire pour René Descartes ? Sa mère meurt lorsqu'il a un petit peu plus d'1 an et donc il est élevé en partie dans cette maison ici par sa grand-mère et il est très entouré et sa grand-mère le baigne d'affection. Alors nous sommes montés à l'étage et a priori cette pièce-ci pourrait être justement le lieu de naissance de René Descartes. Oui, tout à fait. Selon la légende, René Descartes serait né ici, dans cette pièce, au premier étage. Et aussi, on peut l'imaginer très certainement auprès de cette cheminée, parce qu'il était de santé fragile, et donc il pouvait très certainement venir se réchauffer ici, auprès de l'âtre. Alors, petite anecdote supplémentaire, nous avons ici donc le moulage du crâne de Descartes, donc une copie dont l'original est au Musée de l'Homme à Paris. Avec de nombreuses inscriptions sur le crâne. Oui, en fait, ce sont des inscriptions qui ont été écrites par les propriétaires successifs. On a quitté Descartes pour se retrouver ici devant l'université de Tours où nous attend Laurent Gervier de la faculté de philosophie afin de comprendre pourquoi ce livre écrit en 1637 est toujours important aujourd'hui même au XXIe siècle. Il a un rôle fondateur, non pas au sens où, après Descartes, tout le monde serait d'accord avec Descartes. Il a un rôle fondateur au sens où, après Descartes, on ne pourra disputer qu'à partir de Descartes, que ce soit pour être d'accord ou pas. De ce point de vue-là, la réponse la plus simple consiste à dire que c'est le livre qui va créer les conditions du débat philosophique et scientifique, au moins jusqu'à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert à la fin du XVIIIe siècle. On en est à 400 ans quasiment du discours de la méthode. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Il y a cette fameuse expression qu'on utilise tous, qui est un peu galvaudée, l'esprit cartésien. C'est quoi l'esprit cartésien d'ailleurs ? Alors l'esprit cartésien, avant tout, c'est le signe d'un succès. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui ont eu cet honneur de voir leur nom propre se transformer en nom commun. Dante, Kafka, Gargantua, qui est pas un auteur mais la créature d'un auteur, et Descartes. Et donc nous, Français, on serait tous cartésiens. La première chose qu'il faut rappeler, c'est que c'est une invention du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'en fait, l'université française telle qu'elle se structure au XIXe siècle fait de Descartes la grande référence de l'histoire philosophique nationale, le grand philosophe national. Et c'est donc au XIXe siècle qu'on commence à dire, en fait, nous sommes tous cartésiens. Je pense qu'on peut identifier autour de cette idée de l'esprit cartésien, autour de cette conception qui dirait que les Français sont tous des cartésiens, un certain rapport à la raison comme universelle, d'une part, et comme alternative aux autorités théologiques, d'autre part. Parce que ce dont on se souvient au XIXe siècle, quand on affirme l'esprit cartésien, on n'est pas très loin de la loi de 1905, on n'est pas très loin des grands affrontements entre la République et l'Église, ce dont on se souvient, c'est que Descartes est celui qui a dit «
On n'a pas besoin de la religion, on n'a pas besoin de la foi, on n'a pas besoin des autorités théologiques pour utiliser la raison. Ça reste un objet absolument central des études de philosophie dès la terminale et évidemment dans les universités philosophiques. Mais ce qui est intéressant peut-être, c'est de constater que de manière très régulière, y compris dans des disciplines qui ne sont pas la philosophie, je pense par exemple aux neurosciences, Descartes est un objet que l'on attaque. Et au fond, la meilleure preuve du fait qu'il est encore vivant, c'est qu'il y a dans d'autres sciences des gens qui ont encore besoin de dire qu'il avait tort. René Descartes meurt en 1650 en Suède. Il s'y rend pour donner des cours de philosophie à la reine Christine. Il fait très froid à Stockholm cette année-là. Descartes meurt des suites d'une pneumonie dans sa 54e année.